Donc, on va avoir un sujet qui va être traité en lien entre les organisations et la gestion des ressources humaines. Comment l'engagement RSE peut devenir un vecteur de socialisation organisationnelle pour une identité professionnelle hybride dans des entreprises multisites. Donc, c'est Lamia Moody qui va Oui. nous faire cette présentation. Et Lamia travaille à l'IAE de Tours. Rebonjour tout le monde. Je me présente, je suis Lamia Moudi, doctorante en troisième année et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter mes recherches et mon sujet de thèse qui porte sur le sujet de l'engagement RSE comme vecteur de socialisation organisationnelle vers une identité professionnelle hybride dans les entreprises multisites. Donc, on verra par la suite de quelle entreprise il s'agit. Et donc, à travers, on va dire, j'ai perdu le, j'ai perdu, bon, c'est bon, c'est OK. Donc, à travers notre recherche, nous ciblons, on va dire, les équipes de travail, comme j'ai dit, hybrides, c'est-à-dire les équipes de travail qui ont choisi de faire quelques jours de, quand on dit hybride, c'est-à-dire les salariés qui ont choisi de faire quelques jours de présentiel au bureau et quelques jours de télétravail, par exemple, à la maison ou bien dans un espace de coworking. Donc, par exemple, on va trouver des salariés qui ont choisi, par exemple, 2 jours de télétravail euh, à l'extérieur de l'entreprise et 3 jours, par exemple, de présentiel. Et avec un focus particulier sur les apprentis, les nouvelles recrues ou bien les nouveaux arrivants, on va dire, les salariés expérimentés et les prestataires. Et notre terrain d'étude est le groupe EDF, le secteur d'énergie. Et le choix de ce secteur est dû à la grande implantation du télétravail ou bien du travail hybride au sein des équipes de projets nucléaires. Je passe à... Donc, que dit la littérature à propos de ce sujet? Donc, les chercheurs, en particulier après la pandémie de Covid-19, s'intéressent de plus en plus, on va dire, aux défis et aux opportunités que présentent les nouvelles formes de travail pour chacun de nos trois concepts, la socialisation organisationnelle, l'identité professionnelle et le renforcement du sentiment d'appartenance. Et le secteur hybride, c'est-à-dire quand on alterne entre présentiel et télétravail, offre un terrain qui est unique pour observer ces dynamiques en transformation. Et bien sûr, les recherches actuelles s'accordent à dire que la flexibilité, l'adaptabilité deviennent des compétences essentielles, tant pour les individus que pour les entreprises ou bien les organisations, afin de maintenir une identité professionnelle qui est forte, un sentiment d'appartenance qui est solide et par la suite avoir une bonne intégration et une bonne inclusion, au sein de l'équipe, ou bien au sein de l'entreprise, tout simplement. Donc, suite à cette revue de littérature qu'on essaie d'approfondir, donc notre question centrale de recherche est comment la socialisation organisationnelle contribue à la construction de l'identité professionnelle et au développement du sentiment d'appartenance des collaborateurs du secteur énergétique. Et cette question de recherche est traduite aux questions, bien sûr, sous-jacentes suivantes. Donc, premièrement, on va chercher comment les processus de socialisation organisationnelle sont-ils adaptés ou bien modifiés selon le mode de travail. Deuxièmement, aussi, comment ce mode de travail va influencer ce sentiment d'appartenance et cette intégration des collaborateurs au sein de leurs équipes de travail. Et comment ces trois concepts vont interagir dans un environnement de travail toujours hybride. Donc après, en ce qui concerne le cadre théorique de recherche, hein, euh, on a opté par exemple pour la théorie de l'identité sociale qui va explorer la façon dont les individus vont définir leur identité en fonction de leur appartenance à des groupes sociaux. On a aussi la théorie de la catégorisation sociale euh, qui va venir, par exemple, dire que la personne, pour qu'elle se définisse, par exemple, dans un groupe social, pardon, toujours, va examiner, par exemple, les différents groupes sociaux
auquel elle va appartenir et par la suite, elle va comparer ou bien elle va voir à quel point elle est différente ou bien elle ressemble à chacun de ces groupes. Et la théorie des événements affectifs qui se base sur les théories de l'évaluation cognitive et qui considère que ce n'est pas l'environnement de travail en général qui provoque des états affectifs, on va dire, mais bien les événements qui sont particuliers, qui sont vécus et interprétés par les gens au travail. En ce qui concerne aussi le cadre conceptuel, donc on peut bien remarquer que la socialisation organisationnelle pardon, est au sommet du schéma qui est le processus initial où le salarié est intégré dans l'organisation. Et après, cette socialisation va influencer directement la construction de l'identité professionnelle du salarié. Et bien, après, on a parallèlement la socialisation organisationnelle et l'identité professionnelle qui vont, euh, qui vont renforcer le sentiment d'appartenance du collaborateur ou bien du salarié. Donc, on voit bien que ces trois concepts sont interconnectés entre eux. Pour répondre à notre problématique, nous avons réalisé une étude empirique qualitative sous forme d'entretien semi-directif réalisé auprès de quatre profils, à savoir on a les apprentis, les nouveaux arrivants, les salariés expérimentés et les prestataires. Et pourquoi on a choisi déjà ces quatre profils? Donc, on a par exemple, les apprentis sont généralement, nos répondants sont des jeunes qui sont en cours, bien sûr, d'apprentissage, qui ont besoin d'être accompagnés, surtout au début, les premiers mois, et qui vont, on va dire, entre parenthèses, subir parfois le télétravail de leur tuteur. On a aussi les nouveaux arrivants. Donc là, on parle vraiment soit les jeunes recrues ou bien aussi les salariés qui sont expérimentés mais qui peuvent rester dans la même entreprise qui est EDF mais changer d'équipe. Donc là, c'est nouveau pour eux. Est-ce qu'ils vont s'adapter à ce nouveau rythme de télétravail et présentiel, soit de leurs équipes ou bien de, par exemple, eux quand ils sont en télétravail. On a les salariés expérimentés, par contre, donc ça, là, on parle vraiment des salariés qui ont plus de 3 ans d'expérience dans l'équipe ou bien même 5 ans dans l'équipe, qui n'ont pas changé, par exemple, d'équipe, qui n'ont pas changé de mission, mais aussi préfèrent, par exemple, faire quelques jours de télétravail et ils sont aussi dans une équipe qui est hybride, ça veut dire même leurs collègues peuvent faire, par exemple, quelques jours de télétravail par semaine ou bien même être à 100% télétravail. Donc là, c'est un autre cas. Et les prestataires, ce sont des personnes, parce que chez EDF, on va trouver beaucoup de prestataires qui vont pas vraiment effectuer que 3 mois ou bien quelques semaines en mission à l'entreprise d'accueil, mais on parle vraiment des salariés qui vont par exemple avoir une ancienneté de plus d'1 an, de 2 ans dans une entreprise d'accueil qui n'est pas vraiment leur entreprise. Donc, ils sont rattachés à une autre entreprise administrativement, on va dire, mais par contre, leur identité et leur personnalité et leur vraiment équipe, leur quotidien est avec l'entreprise d'accueil. C'est pour ça qu'on a choisi ces quatre profils pour comparer et pour explorer nos trois concepts d'une façon qui est détaillée. Et bien sûr, un guide d'entretien a été réalisé avec des questions par thème pour, bien sûr, pour objectif d'explorer ces trois concepts. Et ensuite, une analyse a été réalisée sur un logiciel de type InVivo pour explorer ces divers aspects du corpus des données. Donc, nous avons réalisé 46 entretiens semi-directifs. Et aussi, pourquoi nous avons choisi une méthodologie qualitative. Donc, premièrement, parce qu'il est particulièrement, on va dire, approprié pour étudier les dynamiques complexes des trois concepts, la socialisation organisationnelle, l'identité professionnelle et le sentiment d'appartenance. Et il va offrir aussi une approche qui est holistique, qui va permettre de comprendre en profondeur les expériences subjectives
des individus et mettre en lumière des thèmes significatifs qui pourraient peut-être être négligés dans une étude quantitative. Voilà. Et après avoir présenté bien sûr la méthodologie, on va passer maintenant à à l'analyse des données ou bien à quelques résultats obtenus, principaux résultats obtenus. Donc, par exemple, quand on parle de la socialisation et dynamique collective en mode hybride, donc là, on va trouver la plupart de nos répondants ont trouvé des limites ou bien un côté qui est négatif des réponses qui sont un tout petit peu négatives concernant le télétravail sur les interactions spontanées des membres de l'équipe. Donc, quand on a moins d'échanges informels, c'est-à-dire euh, il y a moins d'infos spontanées qui vont circuler. Et bien sûr, ça va impacter aussi la cohésion de l'équipe selon la fréquence du travail. Donc, quand on fait plus de jours de télétravail, bien sûr, ça va impacter la cohésion de l'équipe. Et aussi, quand les collègues ne sont pas vraiment disponibles, donc là, quand on est en télétravail et les collègues vont pas, par exemple, répondre sur Teams ou bien sur Zoom, donc ça va créer un peu de distance entre les membres de l'équipe. Donc, vraiment, la réduction des échanges informels, le télétravail vraiment va limiter, on va dire, les discussions spontanées qui vont faciliter l'apprentissage et la circulation des informations. On a aussi le rôle des outils numériques. Donc ça, ils vont faciliter bien sûr le travail à distance, mais il va falloir vraiment un temps d'adaptation au début, surtout pour les apprentis ou bien les nouveaux arrivants, même quand il s'agit d'un outil qui est simple, aussi simple que par exemple Zoom ou bien Teams, mais vraiment la plupart de nos répondants préfèrent rencontrer déjà la personne avant physiquement pour savoir si, par exemple, la personne va répondre sur, par exemple, Teams alors qu'elle est en réunion. Donc, il y a des personnes qui préfèrent, par exemple, quand ils sont en roue, c'est-à-dire occupés pendant une réunion, ils vont pas répondre à des questions, ou bien ils trouvent ça vraiment mal placé de demander, surtout là, on parle vraiment des apprentis et des nouveaux arrivants. Et quand on a une bonne gestion des disponibilités, donc ça, c'est vraiment la clé de coopération dans une équipe. Donc, il faut vraiment avoir une bonne gestion des disponibilités de l'équipe, c'est-à-dire une personne qui va, la même équipe, les mêmes membres de l'équipe vont effectuer les mêmes jours de télétravail, avoir un planning qui est organisé selon vraiment les jours de télétravail et pas vraiment chaque personne ou bien chaque membre de l'équipe va choisir ses, euh, ses jours juste aléatoires comme ça parce que ça va. Par exemple, on peut être lundi en télétravail, après l'autre mardi, et après ne pas le croiser, par exemple, l'autre jour. Donc, c'est pour ça, c'est très important d'avoir un planning des jours de télétravail et de jours de présence dans une équipe. Donc, ça va faciliter vraiment l'intégration, l'inclusion et par la suite renforcer cette socialisation des membres de l'équipe. Et en ce qui concerne vraiment le sentiment d'appartenance dans un modèle bien sûr toujours hybride, donc on peut parler de l'impact du télétravail sur l'appartenance. Donc quand on a un télétravail qui est bien cadré, cela va renforcer l'appartenance, c'est-à-dire va renforcer les liens et aussi va permettre aux salariés d'être flexibles. Par contre, quand on a des jours de télétravail prolongés ou bien même 100% télétravail, donc ça, bien sûr, on va avoir des résultats comme plus d'isolement, l'engagement qui va baisser des collaborateurs. Donc, vraiment, c'est ce qui est préconisé, c'est avoir un modèle bien sûr hybride, c'est-à-dire ne pas dépasser un jour, voire 2 jours maximum de télétravail par semaine, et pour avoir toujours cet équilibre et cette cohésion et flexibilité entre les membres de l'équipe. Et ne pas oublier aussi les moments conviviaux, donc ça c'est très important pour nos répondants, tout ce qui est rituel régulier, les pauses café, les déjeuners ensemble, les afterworks, donc ça va permettre de maintenir le lien, d'avoir une bonne intégration des nouveaux arrivants, par exemple, et des apprentis, et par la suite, bien sûr, avoir ce lien qui est soudé, qui, même en faisant du télétravail, on a cet aspect de maintien de ce lien.
Il faut garder aussi tout ce qui est échange informel, même si on est, par exemple, à distance. Même à distance, c'est pas évident. Mais garder cet échange informel, par exemple, appeler le collègue, par exemple, sur Teams, échanger, pourquoi pas avoir une pause café, même si on est à distance. Et bien sûr, organiser ces temps va éviter, bien sûr, la perte aussi on verra par la suite, de l'identité et va aider, bien sûr, les membres de l'équipe de s'intégrer, de garder cette socialisation dans l'équipe. Après, en ce qui concerne l'identité professionnelle, donc, on va avoir une influence peut-être négative du télétravail sur la construction de l'identité professionnelle. Donc, les interactions, par exemple, en présentiel sont vraiment, comme je viens d'expliquer, sont cruciales pour établir une identité professionnelle qui est forte et des liens sociaux, bien sûr. Le contact direct au bureau va renforcer la crédibilité aussi, tandis que le télétravail va rendre l'identité professionnelle plus distante. Par contre, la moitié de nos répondants aussi trouvent que le modèle hybride n'a pas vraiment un impact sur leur identité ou bien sur leur personnalité, c'est-à-dire l'identité reste la même quand ils sont en télétravail ou bien quand ils sont au bureau. Rien ne change, c'est vraiment cette interaction qui va changer, ce sentiment d'appartenance ou bien cette socialisation, mais la personnalité reste vraiment neutre, voire même positif. Et pour eux, l'identité, c'est pour la plupart de l'identité, pour la plupart de nos répondants, pardon, l'identité, c'est la rigueur, l'autonomie, être vraiment flexible sur aussi les jours de télétravail, peut-être, clarté aussi des objectifs projets, par exemple. Et quand on a vraiment un hybride qui est bien conçu, donc on va avoir automatiquement une visibilité entretenue et des apprentissages qui sont possibles aussi. Et voilà, donc et on revient aussi à euh, au même résultat de tout ce qui est team building, les moments conviviaux. Donc ça, c'est aussi important aussi pour garder cette, euh, cette identité professionnelle. Par exemple, même si on va faire seulement un seul jour de télétravail ou bien 2 jours de télétravail par semaine, on va garder ce contact avec les collègues. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Lamia. C'est vraiment un travail très intéressant et je trouve extrêmement pertinent dans la période actuelle. Donc vous vous êtes quand même beaucoup concentré sur les questions de socialisation, on est d'accord, hein. Il y a un peu sur l'identité aussi, l'identité professionnelle, et un petit peu également sur le sentiment d'appartenance, hein. C'est Oui, ça votre travail. Vous n'êtes pas allé jusqu'à, par exemple, étudier des questions plutôt de performance organisationnelle. Vous n'êtes pas allé jusque-là. non, non, peut-être Donc, ça peut être un sujet après ma thèse pour pourquoi pas développer, avoir enfin, un article sur le sujet, mais oui, c'est intéressant concernant la performance aussi. C'est un sujet qui peut... je pense à ça parce que moi, j'ai vu arriver différents types d'organisations en tant que directrice d'IAE. Donc, j'ai été directrice pendant presque 10 ans et j'ai vu arriver plusieurs types de modes d'organisation, dont le télétravail, dont les outils numériques, dont toute une série en fait d'outils et de modes organisationnels qui ont évolué avec le temps. Mon sentiment quand même, alors j'adhère à ce que vous dites en termes de socialisation et de sentiment d'appartenance, hein, sur le fait qu'il faut vraiment un télétravail bien cadré et que ça doit être quand même très clair pour éviter justement toutes ces confusions. Parce que moi, j'ai noté quand même beaucoup de confusion. Même quand le planning il est bien fait au départ, vous avez des changements qui arrivent au fil de l'eau. Vous avez également la nécessité d'utiliser pas mal d'outils de communication, du coup, qui ne sont pas le vis-à-vis, mais qui sont un peu le téléphone, un peu les outils numériques, mais qui peuvent être eux-mêmes nombreux, divers et variés. Et j'ai quand même noté que chez les personnels, il y avait des gens qui ont plutôt des tropismes téléphone, d'autres qui ont plutôt des tropismes interaction, d'autres qui ont plutôt des tropismes Mm. mail. Et tous les individus
ne se comportent pas de la même manière par rapport à ces outils de communication. Donc ça crée beaucoup de confusion, parfois des pertes de temps, parfois aussi des quiproquos, des difficultés relationnelles. Et donc, je pense qu'en termes de performance globale, ça doit quand même affecter la performance globale au-delà des individus. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole. Je vois qu'il y a une main levée. Coralie Valdebouze, vous avez levé la main, donc probablement avez-vous une question à poser à Lamia. Oui, bonjour, merci. Merci pour l'intervention. J'avais une question par rapport aux enquêtes que vous avez faites. Est-ce que il est ressorti des sentiments d'injustice par rapport aux collaborateurs qui font du terrain, du coup, et qui peuvent pas être en télétravail? Parce que bon, moi, je suis conseillère RSE en entreprise. Il y a des entreprises qui me disent, oui, ben nous, on veut pas faire du télétravail parce que c'est injuste par rapport à ceux qui peuvent pas en faire. Et je voulais savoir si c'était juste une impression ou si c'était une réalité. Bah, pour moi, vraiment, les cas des 46 entretiens, 46 répondants, c'est plutôt les apprentis qui, la plupart d'eux, n'ont pas le droit de faire du télétravail, selon leur tuteur, par exemple. Ils trouvent pas vraiment ça vraiment, on va dire, injuste parce que, enfin, ils sont en apprentissage, en formation. Mais ce qu'ils trouvent, par exemple, parfois injuste, c'est l'indisponibilité parfois du tuteur. Donc, quand le tuteur est disponible même à distance et quand le tuteur va choisir, par exemple, de faire, par exemple, quelques jours de télétravail en cas d'urgence, mais il est tout le temps disponible aux questions de cet alternant, bien cet apprenti. Donc là, il n'y a pas vraiment ce sentiment d'injustice. Mais oui, parfois, je vais dire comme ça, deux, trois cas qui peuvent pas faire du télétravail, mais par exemple se retrouvent le vendredi, la plupart du temps, le vendredi seul au bureau. Donc, il y en a qui gèrent très bien. Ils choisissent, par exemple, le vendredi de se concentrer sur des sujets, par exemple, de rédaction, des sujets qui nécessitent, par exemple, moins d'interaction avec les collègues. Et il y en a ceux, par exemple, qui vont attendre la disponibilité ou bien attendre que leur tuteur vraiment soit présent au bureau pour poser leurs questions et pour avancer sur certains sujets. Oui, c'est c'est un sujet qui est quand même assez complexe, hein. Je crois qu'il va falloir quand même... les travaux de recherche comme ceux que vous menez sont extrêmement intéressants et importants pour Merci. justement un petit peu clarifier cette confusion que moi j'ai pu observer à certains moments où on ne sait plus du tout qui fait quoi à quel moment, voilà, même quand on est expérimenté et qu'on a l'habitude. Alors on a une question de Charlotte. On entend beaucoup d'entreprises revenir sur le télétravail en vue d'une réduction. Est-ce que, selon vous, leur choix est motivé par des travaux de recherche comme le vôtre? On entend beaucoup d'entre eux revenir sur le télétravail en vue d'une réduction. J'ai pas bien compris. Est-ce que leur choix est mis c'est-à-dire, il y a des entreprises. J'ai pas bien compris la question. Est-ce que, à votre connaissance, il y a une littérature est-ce qu'il y a déjà des articles de recherche qui pourraient montrer que le télétravail, ça revient un peu à la question que je posais tout à l'heure sur la performance globale. Est-ce que globalement, il y a une littérature qui tendrait à dire que le télétravail pénalise l'organisation, hein, si je traduis correctement? Mais Charlotte, elle peut peut-être prendre la parole, hein, si elle est avec nous. Je la vois plus là. Oui, je Alors vais bon, essayer de reposer ma question qui est peut-être pas très merci. claire à l'écrit. Merci. Euh, Effectivement, en fait, on lit beaucoup que les entreprises réduisent le temps de télétravail des salariés, sans forcément de donner de justification ou de raison, d'indicateurs qui justifient ça. On l'entend vraiment comme une tendance. Et je me posais la question, est-ce que effectivement il y a d'autres travaux de recherche comme les vôtres, ou est-ce que les choix des entreprises de réduire sont vraiment de leur propre ressenti, peut-être un manque de confiance aussi dans le sérieux des collaborateurs qui sont en hybride, ou vraiment c'est des réflexions un peu plus poussées. Je ne sais pas du tout si vous avez une réponse à ma question, hein, c'est vraiment Euh, alors, je sais pas, est-ce que les ouvert. entreprises veulent vraiment revenir à tout ce qui est avant Covid, c'est-à-dire le présentiel tous les jours. En tout cas, pour tout ce qui est littérature, on trouve très peu
de tout ce qui est, par exemple, télétravail, par exemple, il y a des sujets qui traitent l'identité, surtout l'identité professionnelle et le télétravail. Mais pour moi, la liaison cette liaison d'un concept, par exemple, sentiment d'appartenance ou bien l'intégration avec le télétravail, pour moi, enfin, je trouve qu'il y a très très peu de recherches qui ont traité le télétravail avec la performance ou bien la personnalité des collaborateurs. Donc vraiment, franchement, je sais pas, est-ce que l'organisation a choisi, parce que on remarque ça très bien, parce que pourquoi j'avais choisi ce sujet et le terrain EDF, parce que moi j'ai travaillé l'année dernière, j'étais prestataire aussi chez EDF, et ça on le remarque, on va dire très bien dans les équipes, il faut avoir vraiment une organisation de la part du manager. Donc il faut vraiment avoir un bon manager qui va manager aussi l'équipe, aussi le projet et aussi le planning du télétravail chaque membre de l'équipe, est-ce qu'il veut faire du télétravail mardi, mercredi, donc chacun a ses préférences. Donc, est-ce que les organisations veulent revenir à l'état initial avant Covid du 100% présentiel euh, pour, euh, pour voilà, être soi-disant tranquille côté télétravail, côté manager les équipes hybrides, ça, je sais pas. Même enfin, c'est important ce que vous pointez parce que vous dites que les managers sont au cœur en fait de l'organisation générale et peut-être que ces logiques de télétravail aujourd'hui s'imposent comme un déterminant tout à fait important de la qualité de leur management. Oui, Et on a quelque chose qui est relativement récent, donc on n'a pas encore beaucoup de recul. Et donc je pense qu'effectivement, ce travail que vous menez mériterait des prolongements. Ce sera la suite, j'imagine, de vos recherches après, hein, une fois que vous aurez soutenu. Parce que je pense que c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant pour tout le monde, en fait, pour les oui, organisations en général, qu'elles soient industrielles, de services, management public comme nous. Tout ça, c'est vraiment très pertinent. Ben, merci beaucoup, merci. Lamia, pour cette présentation. Bonne continuation dans votre thèse. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.